j'ai recommencé à coder. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas codé. Puis, on fait le premier mandat, puis on arrive à la fin du premier mandat, puis là, je regarde JP, j'ai oublié d'aller chercher les autres clients. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Éric Pinet, CEO et co-founder chez Unicorn, une firme d'experts en info nuagique AWS. On parle de son parcours de programmeur-entrepreneur, de comment optimiser de l'infrastructure cloud pour les SaaS, puis de travailler sur du produit. Éric, c'est un investisseur, un solide entrepreneur, un papa fier et même un self-described petit gars du Saguenay. Je suis assez stoked de vous le présenter aujourd'hui. Alright, on passe au show. Let's go! Éric Pinet, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank, bien content d'être là. Content de te voir, mon gars, toujours un plaisir. On se voit souvent en plus ces temps-ci. Oui, en effet. On s'est vu au Habs, au Canadien. Non, en fait, t'as vu mon partenaire. C'est vrai. Il me ressemble quand même, là, mais... Mais non, t'as bien raison. C'est JP. Oui, exact. J'ai vu JP d'Unicorn, mais ma confusion est parce qu'on s'est vu à Montréal récemment aussi, au show avec Serge Beauchemin. Exactement. Aujourd'hui, on va en profiter pour pas rien que parler de cloud, puis parler de ton histoire d'entrepreneur, puis l'histoire de ta business, Unicorn. Pour le monde qui te connaisse peut-être un peu moins, Éric, tu me ferais-tu un genre de descriptif raccourci de ton parcours? Oui, ben moi, dans le fond, j'ai commencé avec une technique en informatique. J'ai fait ça au cégep de Jonquière. J'ai été à l'université de Chicoutimi. Bac en info de gestion, parce que je voulais pas faire juste du technique, je voulais faire un peu de gestion. Après ça, j'ai rentré dans une compagnie qui s'appelle Imagem au Saguenay. On faisait des systèmes d'imagerie pour les hôpitaux, pour la radiologie. Fait que c'est des systèmes qui permettent de prendre les images, faire du traitement que les radiologues utilisent, des choses comme ça, gestion de rendez-vous. J'ai travaillé là comme développeur pendant... sur 11 ans que j'ai passé dans cette compagnie-là. Mais j'ai fait Saguenay-Lac-Saint-Jean tout le long? Oui, exactement. Puis c'était pas loin de l'université en plus. Je me rendais à pied. Là. Ouais. Puis développeur pendant 2 ans à peu près. Après ça, j'ai été chargé de projet. Après ça, les projets d'implantation, mais les projets de développement aussi. Là. Puis après ça, directeur logiciel dans cette compagnie-là aussi. Puis après ça, j'ai quitté pour me rendre dans la ville de Québec. J'ai travaillé chez Optel. Je suis rentré. Une croissance fulgurante. Oui, je suis rentré. Moi, j'étais le 120 ou 130e employé. Quand je suis parti 4 ans plus tard, on était 1200. Jesus Christ. Fait que ça a comme. Tu voyais à chaque semaine 10, 15, 20 nouveaux qui rentraient les lundis. Puis la semaine d'après, il y en avait d'autres. T'étais pas nouveau longtemps. Je prends déjà un mini détour, mais c'est-tu la job qui t'a amené dans la région de Québec? À la ville, ou c'est plus autre chose et ensuite la job? Genre? Je pense que c'est un mix parce que je voulais quitter, dans le fond, le Saguenay un peu plus parce que j'avais une nouvelle blonde qui s'intéressait peut-être à avoir une opportunité d'aller dans une ville un peu plus grande que Saguenay. Puis là, on a cherché un peu tous les deux une nouvelle job. Moi, je suis tombé chez Optel. Puis elle a trouvé dans la région de Québec aussi, fait qu'on a déménagé ici. Puis, fait que ça a fité pour le couple puis les carrières des deux. OK, nice. Fait que là, t'as fait un bout de chez Optel après? Ouais, une fois que j'ai quitté Optel, je me suis dit, je restarte-tu? Je trouve-tu un autre job de directeur logiciel, ou etc. Puis là, j'ai commencé à regarder un peu, puis j'ai fait non. Je pense que j'ai le goût de partir mon affaire, puis ça me tente de bâtir mon équipe à moi, là, dans le fond. Qui est devenue cette affaire-là, qui est devenue Unicorn. Unicorn, oui, exactement. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ouais. OK, sweet. Puis Unicorn, un genre de TLDR pour la business? Oui, dans le fond, Unicorn, nous autres, on est des spécialistes AWS. On aide les entreprises à mieux utiliser les services cloud de Amazon Web Services. On va le faire avec 3 types de services. Du service professionnel, de la gestion de l'infrastructure, puis du développement cloud natif. OK, super. Puis vous êtes basé... Dans la ville de Québec. Dans la ville de Québec, mais il y a des gens un peu remote, c'est ça? Ouais. Ou c'est on était un peu partout dans la province de Québec. Là. On a des employés pas loin de Montréal, Victoriaville, etc. Nice. Puis, principalement remote, mais une journée par semaine, on a des espaces de coworking
Parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui se regroupe. Puis... Sweet. Fait que t'as comme un beau modèle hybride là-dessus. Demandons une couple de chiffres, entre autres, mettons la grosseur de l'équipe ou n'importe quel chiffre à propos de la business. Oui, on est une vingtaine d'employés. OK. On a eu une croissance là, depuis notre démarrage à peu près 30-35% par année, à peu près. C'est sain, c'est nice. C'est une croissance organique, puis on essaie de le faire bien. Puis, fait que c'est ça. Mais l'année dernière, là, on a réussi à... On a vraiment foncé. On a des nouveaux services en revente des services AWS, OK. en gestion d'infra, qu'on a été plus loin. Fait que là, on a comme une croissance de 85% l'année passée. Fuck yeah, man, let's go. Puis, ouais, sans être obligé d'engager beaucoup d'autres personnes en plus. Fait que ça, c'est sweet de même, ouais. Exactement. Puis là, en 2025, on veut faire un x2, puis 2026 aussi. Fait que là, on est aligné là-dessus. Puis de se créer du revenu récurrent. C'est exact. là-dessus qu'on travaille. C'est ça, parce que oui, c'est beaucoup de services que vous offrez avec Unicorn, mais comme on va pouvoir le voir dans notre discussion, il y a un chapitre produit là, qui est en train de s'écrire pour vous autres qui est assez excitant. Exactement. Nice, man. Au niveau du type de client que tu sers, clairement, tu sers des SaaS parce que toi et moi, on est partners. Je veux dire, Unicorn, ça se passe pour toute l'année à un minimum. Fait que tu as quelque chose à offrir à des SaaS, étant la majorité de mon audience. Mais y a-tu d'autres types de clients aussi, genre? Des entreprises manufacturières aussi okay. qui ont des salles de serveurs qui décident de s'en aller vers l'info nuagique. OK. On va avoir des compagnies manufacturières aussi dans nos clients. Mais je dirais que la grande majorité de nos clients qui vont aller de l'avant avec des services de gestion d'infrastructure, puis un peu plus loin, là, ça va être des compagnies technologiques, des SaaS, des compagnies qui développent du logiciel. Got it. L'autre jour, toi puis moi, on est allé souper chez Boob, au Lac-Beauport, qui est la chose là, qui ressemble le plus à un bureau que j'ai pour mes meetings. J'amène le plus possible le monde chez Boob. Hier, j'étais là, dude, avec... deux chums de EY, là, la grosse firme, puis il était pas capable de prononcer Boob. Boob, tout le temps, je écrit, c'est Boob, man. Mais je trouve que c'est parfait parce que c'est pas loin de chez nous aussi. C'est vrai, on est pas là. Fait que anyway, on est allé manger chez Boob, qui est un classique pour moi. Puis je te mitraillais de questions sur justement d'où c'est un peu que la graine entrepreneuriale a semé. As-tu toujours été là en toi? Puis tu m'as comme conté un peu une histoire de check, même quand j'étais dev dans mon gig de 10 ans plus chez Imagem, un moment donné, j'ai comme considéré racheter le proprio. Tu veux juste me raconter un peu cette histoire? Parce que pour vrai, chez Imagem, ça a été une des belles expériences de carrière que j'ai eues. Sûrement, c'était resté 11 ans. C'est ça, ouais. Mais c'était une équipe qui était le fun. Puis le propriétaire, je trouve qu'il était vraiment intéressant aussi parce qu'il donnait de la place pour de l'autonomie puis se développer. Nice. Puis c'était une entreprise qui avait un peu de croissance, etc. Fait que quand j'ai commencé comme développeur là-bas, ça n'a pas été long que... il me semble qu'il y a des trous, là, on aurait besoin de gestion de projet, puis on aurait besoin d'un peu plus de structure quand on va implanter nos systèmes, puis etc. Fait que là, il m'a tout de suite donné de la latitude, puis c'est go, vas-y, fais-les. Ouais. Puis après un certain temps, là, après ça, on vendait nos systèmes, puis il fallait qu'ils soient catégorisés instruments médicaux. Il fallait devenir ISO 14439. En tout cas, fallait... Contrainte de compliance. Oui, exactement. Des gros. Puis là, il fallait mettre en place l'assurance qualité logicielle, il fallait structurer tous nos process pour que ça passe ISO, etc. Puis là, j'ai dit, je peux-tu le faire? Puis là, c'est bon, tu vas devenir directeur des opérations, puis tu vas nous mettre ça en place. Puis, il laissait beaucoup de latitude, il me permettait de nous développer puis d'avancer. Puis là, c'est venu dans une discussion, ça pourrait être intéressant qu'éventuellement, on pourrait peut-être faire une passation, puis je prenne la relance, puis etc. En mode repreneuriat un peu. Oui, exactement. Ça serait une possibilité. Puis merci Jacques, là, qui est le propriétaire, qui nous donnait cette possibilité-là, puis qui voyait le potentiel qu'on pouvait avoir, puis le désir qu'on avait. Ouais. Je pense que ça s'est pas fait parce que j'étais jeune encore. Je sortais de l'école, puis tout allait pas assez vite à mon goût, puis tout fallait tout le temps tout changer, mais je pense que c'était vraiment une belle expérience pareil, puis c'est là que j'ai appris énormément, parce que j'ai pu faire plein d'affaires différentes. Puis ça m'a donné le goût de
bâtir des affaires aussi parce que j'ai vu, je mets en place un impliqué, ISO, ouais. puis je peux changer des choses. Puis, Ouais. fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est-tu la première fois que l'espèce de cymbale de l'entrepreneuriat a résonné dans ta vie? Que c'était poétique, ça. Hein? Une cymbale, c'est pas poétique souvent, mais. Non, mais mon framing. Ouais. Mais, ouais, ou genre, quand t'étais petit cul au Saxo, c'est d'Arvida hein, que tu viens. Ouais, d'Arvida. Ouais. Comme le gars qui fait montage d'audio. Ouais. Puis Guillaume Simard aussi. Ouais, Guillaume Simard, il vient sur la même rue que moi, 3 maisons. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a du talent au pied carré à Arvida quand tu considères qu'il n'y a pas beaucoup de pieds carrés. Ouais, genre à l'époque, tu sais, il y a souvent des classiques, genre oh, j'avais mon stand de limonade ou whatever. T'étais-tu un genre d'entrepreneur hustler jeune ou c'est comme à travers la tech que tu as découvert ça? Ben, j'ai tout le temps eu le goût un peu entrepreneurial. Okay. Ça, je l'ai tout le temps eu. Première job, c'est je m'occupais des pelouses des voisins puis je me faisais payer pour ça. Là. Fait que ça, c'est la petite affaire. Classique. Hein? Puis après ça, c'est une compagnie. Quand j'ai sorti de l'université, je me suis créé une petite compagnie. Ça, c'est le bout qui me manque. Ouais, je n'ai pas parlé à beaucoup de monde. On peut finalement, j'ai jamais engagé personne, puis j'ai juste fait des mandats de développement de petites plateformes PHP. OK, puis c'était sur le side de ma job que je faisais chez Imagem. Salut Jacques, je faisais des mandats sur le side en même temps. Puis, mais la majorité commence dans des trucs comme ça. Puis c'était PHP à l'époque? Ouais, c'était PHP. Le framework, le langage que tu disais. OK. Ouais. Nice, man. Fast forward à ton prochain chapitre de carrière, c'est Optel. Ouais. Puis là, toi, tu rentres dans une période d'hyper-croissance. Là, on a fait allusion à ça tantôt. Ça ressemble à quoi, genre, la vitesse de croissance de la compagnie? Comment elle se reflète sur ta job et ton rôle que toi, tu avais là à l'époque? Ouais. Quand je suis rentré, mon mandat, c'était de mettre en place le système d'assurance qualité logicielle. C'est à peu près la même chose que ce que je venais de faire chez Imagem. OK. C'était des systèmes pour les pharmaceutiques. Fait qu'eux aussi voulaient que ce soit quelque chose qui soit quand même blindé. Puis, by the book. Ouais, il faut que ce soit quelque chose qui soit validé, puis tu peux pas envoyer une patch là, en production sur une ligne de montage de pharmaceutique comme ça. Là. Dis donc, c'est quoi que ça faisait ou que ça fait Optel? Dans le fond, ce que c'était, c'est des systèmes d'inspection pour la pharmaceutique et de traçabilité. Donc, par exemple, tu as une chaîne de montage jusqu'à la production des pilules se font. Puis, tu as des systèmes d'inspection avec des caméras qui inspectent en temps réel puis qui vérifient, par exemple, il y a une pilule qui est cassée, elle est mal classée, il n'y a pas le bon chiffre décrit dessus ou des enfants de même. Puis là, il faut l'éjecter de la chaîne de production, cette pilule-là, pas qu'elle passe puis qu'elle se ramasse dans un pot d'enfants de même. Puis, il y avait des systèmes qui étaient pétés là-dedans. Là. Il y avait des systèmes où tu voyais des pilules qui tombaient dans des gros tubes. Là. Je pense que c'était 4 pieds de large. Puis, les pilules tombent en continu. Puis, tu as des systèmes de caméras tout autour qui vérifient tout ce qui tombe, à quelle place ça tombe, dans quel pot. Puis là, s'il y en a une qui n'est pas correcte, lequel que tu vas éjecter. Puis, puis ça, c'est beaucoup de systèmes qui ont besoin de performance puis de stabilité. En tout cas, c'était très impressionnant, là, certains systèmes qu'on faisait là-bas. Insane. Puis là, toi, tu arrives là, QA, au niveau de la compliance, plein d'affaires. Mise en place, tout ce qui est assurance qualité, là, pas juste la partie test logiciel, mais tout ce qui est procédure puis comment tu t'assures d'avoir un logiciel de qualité. Là. Fait que c'est pas juste la partie test. Puis après ça, je suis devenu directeur logiciel. Chez Optel. Ouais, puis dans une compagnie qui est en hyper croissance, une des images que j'utilise souvent pour parler de ça, c'est tu dois comme construire sur des sables mouvants un peu. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent, que ce soit au niveau des ressources humaines, de la capitalisation, du financement, des nouveaux gros clients, puis tout, que on dirait que tu n'es jamais sur des bases nécessairement extrêmement solides. C'est-tu genre quelque chose que tu as vécu ou c'est trop dramatique, mon affaire? Non, mais c'est vrai que c'est pas facile, un environnement comme ça, mais tu apprends énormément. Parce que là, tu vois plein de choses différentes. Puis, tu es dans une période aussi où souvent, il y a beaucoup d'argent. Fait que, tu peux essayer des choses, puis tu peux accepter de te tromper, puis tu peux accepter de perdre de l'argent parce que tu le sais que tu es en croissance puis que tu vas faire des erreurs. Tu as marge d'expérimentation ou de chaos un peu. Oui, exactement. Tu n'as pas le choix. Puis il faut que tu apprennes à vivre avec ça aussi. Là. Fait que c'est comme un environnement ou un terrain de jeu qui peut être intéressant, mais qui est excessivement fatigant aussi là, avec le temps. C'est le mental. Exactement, parce qu'on dirait que tu es tout le temps en train de recommencer quelque chose que tu avais déjà fait. Mais c'est parce que
tu mets en place quelque chose, tu as une nouvelle équipe qui s'occupe, par exemple, de la configuration de tes logiciels avant de les shipper à tes clients. Puis tu te rends compte après un mois ou deux, ben là, c'est plus le bon setup parce que là, maintenant, on a d'autres types d'équipes, d'autres types de services. Puis là, ben, cette équipe-là, elle ne peut plus marcher dans cette. Fait que là, il faut que tu changes la manière dont cette équipe-là fonctionne et que tu fasses autre chose. C'est ça. Fait que toi, en tant que manager, tu es directeur-là, mais aussi les employés, il faut qu'ils soient capables de tanker, d'endurer un peu ce changement-là souvent. Exactement. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Puis, il faut que tu engages des personnes qui sont prêts à vivre ce genre d'expérience-là aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à dire ma job, ça va changer à toutes les 2 semaines. Non, même moi, je fais du narcissisme conversationnel, c'est-à-dire je vais rendre ça à propos de moi, comme je fais souvent. Mais même moi, j'étais en train de me dire, Chris, j'aurais-tu été capable? Parce que j'ai jamais été dans un environnement où ça bougeait aussi vite que ça. Le plus proche que j'étais allé, c'était chez Douda, puis on s'entend, là, man. La complexité était au niveau de la distribution géographique, puis culturelle, puis des time zones. En termes de scale, c'était pas si complexe, c'était 200 personnes. Fait que c'est pas genre en hyper-croissance comme tu décris. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, sais-tu, à ce moment-là, me semble là, de mémoire que le cloud arrive comme un peu plus comme un outil, mais aussi genre un enjeu là, dans la compagnie? Tout à fait, parce que dans la compagnie, initialement, c'était juste des systèmes installés dans les usines pour inspecter les chaînes de pharmaceutiques. Mais après, il y avait les systèmes qui permettaient de faire la traçabilité par-dessus. Puis c'était là que la réglementation avançait le plus, puis qu'il y avait le plus de besoins, puis c'était pour ça que ça scalait autant. C'est qu'il y avait des nouvelles réglementations dans le monde qui faisaient que maintenant, il fallait qu'il y ait une traçabilité sur tous les médicaments produits, ce qui veut dire si j'ai un lot de pilules qui est sorti à quelque part, ben, je vais être capable de savoir ce qui est. Puis s'il y a un défaut, que je sois capable de le retracer puis savoir partout qui l'a eu. Donc, ces systèmes-là, c'était des systèmes qui étaient designés, c'est parfait pour le cloud parce que là, tu veux ramener ta chaîne de production plus haut, puis avoir l'information plus haut, puis être capable de suivre dans le temps par tout ce qui se passe. Puis, fait que là, ça devenait plus des systèmes qui étaient adaptés pour le cloud. Puis c'est là qu'ils ont commencé à avoir des réflexions. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le cloud pour nous permettre de faire ces genres de systèmes-là? Fait que c'était le début. Puis c'était. Quelle année, genre? On est en 2016, peut-être. Quelque chose genre. 2015. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là, OK. Ouais. Fait que là, on commence à regarder comment on va développer les systèmes, comment on va les héberger, puis etc. Puis là, on regarde les différentes solutions possibles. Ça va-tu être Azure? Ça va-tu être AWS? C'était un peu là-dedans qu'on était. Là. Puis, vous avez travaillé avec AWS? Vous avez travaillé avec autre chose? Non, ben oui, un petit peu avec AWS, un petit peu avec Azure. Puis là, on commençait à se saucer les pattes, mais c'était comme très difficile de faire accepter aux clients OK, ton système puis certaines de tes données vont être dans le cloud. Puis là, ça va-tu être sécuritaire? Fait que là, c'était moins acquis comme réflexe ou comme confiance. C'est normal que ça soit dans le cloud puis ça soit pas sur quelque chose que tu peux physiquement voir et contrôler. Exactement. Là, c'est que ça ne sera pas installé dans ton rack de serveur dans ton usine. Fait qu'il y avait certaines réticences. Là. OK. Ben, j'imagine que ça nous amène à la genèse d'Unicorn, où est-ce qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, on n'est même pas obligé de rentrer là-dedans. Toi, tu dis, tu sais quoi, je fais un move. Genre, je change. Puis là, quand tu prends la décision de quitter ce rôle-là, qui était quand même une super bonne job d'une grosse compagnie à Québec, puis tout, as-tu déjà un plan en tête? Il était vague. OK, mettons. J'ai décidé de quitter Optel justement parce qu'il y avait l'effervescence puis la croissance puis toute la quête. Puis je voyais aussi 1200 employés, ça me représentait peut-être moins. Là. Je me reconnaissais moins dans une business de même. Puis j'avais vécu chez Imagine où on était 20, 30, tout ça. Puis là, 150, 200, je trouvais ça cool. Puis à 1200, je commençais à trouver ça comme, hey, OK, c'est pas la même game. Puis c'est pas le même plaisir. Puis c'est pas le même sentiment que quand tu es dans une petite entreprise. Puis, veux pas, tout le monde se ramasse à faire son petit bout de choses dans un système qui est tellement plus grand que, en tout cas, moi, j'ai moins de plaisir là-dedans. Ouais. Fait que là, je me dis, ben, je vais me créer quelque chose pour faire mon équipe puis mes affaires à mon goût. Puis, je sais que je veux pas faire de quoi qui va avoir 5000 employés. Puis, c'est pas ça que je veux. Mais en gros, c'est la seule affaire que j'avais. Puis, je commençais à parler avec du monde de,
j'ai le goût de me créer une compagnie, puis tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Je fais service conseil, peut-être cloud, là, c'est tendance, c'est pas mal d'affaires qui... On pourrait faire ça, puis il y a des nouvelles technos qui sortent qui sont vraiment intéressantes dans le cloud que j'aimerais ça comme exploiter. Puis là, je parlais avec du monde, puis au final, c'est avec JP que ça a comme eu un écho, là. Il comme, moi aussi, ça m'intéresse, puis oui, on pourrait faire ça. Là, tu es dans cette phase-là un peu transitoire où tu cherches un ou une co-founder, tu considères te lancer en business. Le cloud, c'est genre une des industries dans lesquelles tu es intéressé. À qui tu parles, genre? T'appelles-tu des chums d'enfance? T'appelles-tu des collègues, ex-collègues? Comment tu découvres ça? Mon réseau proche. Puis merci encore une fois à Jacques. Là. Je vais leur nommer ben trop souvent. Ça a été notre premier client. Ah, OK. Ça a été notre premier client. Parce que moi, j'ai été dans mon réseau LinkedIn, j'ai été dans mon réseau de personnes que je connaissais. Puis j'ai dit, hey, je veux faire une compagnie, on pense à tel domaine. Puis là, on veut faire du Kubernetes, on ne sait pas comment faire. Puis JP, dans ce temps-là, il était expert Kubernetes. Il venait d'en faire un bon bout de Shoptel. Fait que, on va aller vous montrer comment marcher, puis on va faire la première version. Puis, ça fait que full circle. Puis c'est un autre excellent exemple concret de souvent les relations d'affaires, même si elles se terminent dans le court terme, elles peuvent se réallumer d'une autre manière dans le long terme. Puis des relations, ça dure une carrière au complet. Ça dure pas juste une job. Fait que, tu sais, de bien les traiter, ça peut être un gain, un positif. Totalement. Fait que là, avant qu'on rentre plus dans le nitty-gritty, j'aimerais ça que tu me Eli 11, fait que tu m'expliques le cloud, que tu me le vulgarises comme si j'avais 11 ans. Parce qu'il y a quand même des curieux qui écoutent ça se passe, c'est pas juste du monde full tech. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le cloud? Moi, je le vois comme étant pour un enfant de 5 ans. 11 ans. 11 ans? OK, 11 ans. On peut monter un peu plus. On va dire, c'est une boîte à outils dans laquelle tu as plein de services prêts à être utilisés. Tu as besoin d'un serveur, tu as besoin d'une base de données, tu as besoin d'un algorithme pour faire de la reconnaissance d'image, faire de la traduction, tu piges dans ton coffre à outils, puis c'est prêt à être utilisé, tu peux l'utiliser tout de suite. Avant que ça existe, on faisait quoi là, pour régler ces problèmes-là? Pour faire la même affaire avant, tu allais chercher du matériel, du hardware pour pouvoir exécuter tes affaires, ou tu téléchargeais une librairie puis tu essayais de la faire fonctionner avec de l'open source puis des choses comme ça. Puis tu peux encore le faire. Mais là, les services sont comme plus prêts à être utilisés. C'est un libre service. Là. J'ai besoin de ça, je le prends, je l'utilise, je vais le payer à la demande. Fait que c'est tout le compute, la logique, les fonctions qui auraient vécu dans des machines physiques puis qui auraient été gérées par des experts, des pros qui connaissent tel programme puis qui est fine-tune avec ces machines-là, toute cette poutine-là, elle est accessible via le cloud, via les ondes qui nous entourent, l'Internet. C'est disponible, c'est là, puis si tu ne l'utilises pas, tu vas perdre ton temps à refaire quelque chose qui existe, en fait. Là. C'est bon. Puis je trouve qu'on l'a bien quand même expliqué. Maintenant, pourquoi c'est important d'optimiser ça? Prenons la boîte à outils là, qui est le cloud, qui te permet de faire un paquet d'affaires, genre gérer des bases de données ou d'avoir des serveurs. Pourquoi il y a une job ou même une industrie d'optimiser ça aujourd'hui? Par exemple, les compagnies qui grandissent un peu, je ne sais pas si tu as déjà vu ces tools-là, mais il y a des tools pour, par exemple, optimiser tes licences dans tous tes logiciels. Comme, par exemple, explique ce que tu veux dire. Pour mon entreprise, là, on est 100 employés, mettons. J'ai des comptes Google, j'ai des comptes dans OnePassword, j'ai des comptes dans QuickBooks, j'ai des comptes dans un paquet d'affaires. Puis pour chacun de ce compte-là, je paye un certain montant chaque mois. Puis ça se peut que mes employés n'utilisent pas ces applications-là. Tu as des outils maintenant qui scannent tout ça puis qui te vérifient, sur ton Google Workspace, là, au final, tu as 20% de tes utilisateurs qui n'utilisent pas telle fonctionnalité, fait que désactive-la. Frank, il n'a jamais ouvert le Gmail. C'est ça, exact. Puis OnePassword, il n'y a personne qui utilise ça, fait que mêlez pas. Fait que tu sais, c'était... quand tu utilises ta boîte à outils dans le cloud, à un moment donné, tout le monde... Puis plus ta compagnie est grosse, tout le monde utilise des outils, puis là, un moment donné, on se rend compte, la machine virtuelle que Frank a décollée il y a 3 ans, là,
Il n'y a plus personne qui l'utilise. Là. On n'a pas besoin de ça. C'est que le downside d'avoir autant de facilité et d'accessibilité à tous ces services-là, c'est que tu peux en turn on, en ouvrir puis en spinner autant que tu veux, aussi facilement que tu veux. Mais ensuite, si tu fais pas un bon monitoring ou une bonne veille de tout ça, ben, les coûts, mettons, peuvent gonfler puis tu traînes une charge soit financière ou même computationnelle qui sert à rien. Tu sais. Exactement. OK, c'est bon. Je vais te demander la même demande requête de vulgarisation, mais pour DevOps. Le concept de DevOps, j'aimerais ça que tu me le vulgarises, s'il te plaît. Ben, le DevOps, c'est le lien entre le développement et les opérations. Fait, c'est comment l'équipe de développement va mettre en ligne la solution finale. Parce que, tu sais, développer une application, c'est une chose, mais après ça, l'héberger et la faire fonctionner, c'en est une autre. Le DevOps, c'est le lien entre les deux. Ça veut dire c'est la capacité de développer ton application, mais de la faire, de l'héberger également. Okay. Quand tu travailles dans le cloud, c'est un autre paradigme versus l'ancienne manière de développer des applications. Quand tu fais du développement cloud native, c'est que tu développes ton application en sachant qu'elle va être hébergée dans le cloud. Donc, tu vas utiliser des services adaptés pour pouvoir développer ton application plus vite, mais faciliter son hébergement aussi. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié SaaSpace. C'est le cabinet tech-enabled pour toutes vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saaspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. Fait que là, pour ceux qui ont des référents, mettons, plus simples, genre de OK, tu vas avoir des devs qui vont travailler sur l'interface visuelle puis interactive de ton application web. Tu vas avoir des devs qui vont travailler sur le back-end de ça, comment la donnée puis les fonctions s'exécutent en arrière là, de la couverte. Ben, une fois que ce travail-là est fait, ben, pour qu'un utilisateur comme toi puis moi puisse l'utiliser, l'application, ben, elle doit aller vivre quelque part pour pouvoir être distribuée sur nos devices, via nos connexions Internet, etc. Puis la job d'aller la distribuer dans le cloud, c'est ça le DevOps. Exactement. Ouais, exactement. Okay. Puis avec le cloud, ce que c'est venu faire aussi, c'est de faciliter ce travail-là avec des outils comme le AWS CDK, le Cloud Development Kit, qui permettent... Ouais, ça permet de faire ton infrastructure dans ton code d'application. Infrastructure as code. Exactement. OK. Fait que là, tout est ensemble. Ton infrastructure, la manière dont elle va se déployer, plus le code de ton application, tout est là ensemble. Puis ça, c'est moins lourd que c'était? C'est moins long que c'était? Ça permet d'automatiser tout beaucoup plus simplement. Parce que là, tu es capable de dire, par exemple, pour telle fonctionnalité, j'ai besoin d'une BD ou d'un API qui me permet de faire telle chose. Ben, dans ton code d'infrastructure, tu le déclenches, puis ça permet de le faire. Puis après ça, quand tu veux le déployer, par exemple, aux États-Unis, en Europe, etc., ben, c'est le même code qui est exécuté, mais avec un flag qui dit ça va aux États-Unis, ça va en Europe. Puis là, c'est ma curiosité personnelle, là, mais avant qu'on aille ce paradigme-là de infrastructure as code, on la gérait comment, l'infrastructure? C'était as quoi? Là? C'était des gars qui cliquaient dans des consoles puis qui se faisaient des scripts bash qui essayaient de configurer des machines avec des un Windows avec quelque chose qui allait s'auto-configurer. Ça fait que c'était plus manuel, entre guillemets. OK, man. On va aller dans les débuts d'Unicorn. Les premiers balbutiements de « All right, fuck it, je me lance une compagnie ». Ça vient-tu après tes premières discussions avec JP? C'est-tu, OK, là, il faut se trouver un client parce qu'on le sait qu'on veut essayer ça? C'est-tu Imagem? C'est pas mal ça, les débuts? Ou? Ben, ça ressemble à ça. Le début, c'était une fin de semaine dans un chalet avec JP. OK. C'est le contexte. Et deux autres gars que je nommerai pas, mais c'est comme... On était 4 à avoir la réflexion de peut-être partir une compagnie. Puis quand on a pris une fin de semaine dans un chalet. Ouais. Puis là, on a fait brainstorm d'idées. Ça serait quoi la compagnie si on la décolle? OK, intéressant. Puis on a fait ça comme au mois de novembre 2017. Puis en décembre, on prenait la décision, OK, ça va être ça la business qu'on va faire. Puis qui c'est qui onboard? Est-ce que on onboard les 4? Puis finalement, ça a été moi et JP qu'on a dit, c'est nous autres qui va le faire. On le part. Puis on a starté en janvier 2018. Premier client, c'était Imagem. Puis notre idée, c'était on veut faire des applications cloud. Puis
dans notre début, c'était on veut pas avoir d'hardware le moins possible parce que c'est trop compliqué à gérer. On venait de le gérer trop longtemps avec Optel. Ouais, fair. Fait qu'on a dit, si on est capable d'avoir du software, pas d'hardware, ça serait parfait pour commencer. OK. Fait que c'était de même qu'on a starté. Et là, c'est la première fois que tu portais officiellement le chapeau d'entrepreneur. Moi. Ben, Puis que tu avais, mettons, une compagnie incorporée avec un cofondateur, puis là, ouais, exactement. genre des ambitions de scaler ça. Comment tu as fait pour valider que ça serait un bon cofondateur JP, mettons? Juste des bonnes discussions avec. Puis gut feeling, c'est quoi, fit personnel. Qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi? Qu'est-ce que moi, j'ai le goût de faire? Puis pour que ce soit complémentaire. Oui, ben exact. Puis en gros, c'était comme JP, moi, je vais m'occuper du technique, puis je vais être capable de sortir toute l'info, puis régler les problèmes, puis tout ce qui était technique. Là, ça, c'est JP qui dit c'est JP. Okay. Moi, je vais faire ça. Puis moi, j'ai dit, ben, moi, ça me tente de faire tout le reste. Fait que je vais faire tout le reste. La vente, l'admin, le marketing, le financement, les sites. C'était toutes des affaires que j'avais le goût d'essayer. OK, tu avais le goût de te mouiller là-dedans, toi. Ouais. Parce que, comme tu dis au début de la conversation, oui, la tech t'intéressait, mais la gestion, puis genre bâtir une compagnie, puis pas juste du code, c'est quelque chose qui vivait en toi, mettons. Vraiment nice. Puis, à part Imagem, là, on comprend que tu avais une bonne relation de confiance avec eux, puis tu as été capable de les closer, puis de les aider, tout ça, comme premier client. Les autres premiers clients, ça arrive comment dans le décor? Genre, tu sais, t'es-tu cassé la gueule à aller cogner à des portes? Parle-moi un peu de ça. Ben, on a fait le premier mandat. OK. Puis là, ça a duré 3 mois à peu près, une affaire comme ça. Puis après ça, puis j'ai aidé JP parce que je veux pas. C'est juste deux au début. Il faut qu'on ait les mains dedans. Là. Fait que j'ai recommencé à coder. Ça faisait un petit bout que j'avais pas codé. Puis on fait le premier mandat, puis on arrive à la fin du premier mandat, puis là, je regarde JP, puis j'ai oublié d'aller chercher les autres clients. Fait que là, il faudrait plus que ça arrive. Fait que là, il faudrait que j'ai comme un pipeline en continu, là. C'est bon. Puis on est installé dans mon sol, fait que pas trop de frais majeurs. Là. On est capable d'absorber là, quelques semaines le temps que je trouve quelqu'un d'autre. Mais fait que là, je starte à chercher de nouveaux clients. Puis là, ben, ce qu'on a trouvé comme nouveaux clients, c'était. Il y avait une tendance dans ces années-là, là, on est 2018, le serverless, le développement serverless, commençait à être vraiment tendance. Il faut que tu fasses du développement serverless. Explique c'est quoi? C'est dans le fond du développement où tu es vraiment intégré au plus haut niveau dans le cloud. Tu ne gères plus tes serveurs, tu ne gères plus rien. C'est comme tu donnes une partie de ton code, puis ça va s'auto-scaler automatiquement à la demande. Okay. Ça va être. C'est comme une manière de développer qui est très intégrée au cloud. Parfait. Fait, c'est vraiment tendance. Il y a beaucoup de monde qui en parle. Fait que là, moi, j'ai dit à JP, bon, ben, on va se spécialiser là-dedans. On va faire ça. Puis on va aider du monde à faire ça. Fait qu'on a rencontré des premiers clients qui étaient des firmes de développement logiciel qui entendaient parler de ça, puis qui se demandaient comment faire. Ou qui n'avaient pas le temps. Puis nous autres, JP, lui, il s'est beaucoup documenté, puis il a testé, il a prototypé des affaires, il a plongé là-dedans. Il a développé avant que le AWS Cloud Development Kit existe, JP a développé quelque chose qui permettait de faire ça. OK. Il l'a appelé Octocorn, puis JP, tu vas te souvenir de ça. Des beaux souvenirs, là, mais fait que c'était comme avant que l'infrastructure ASCOD soit facile comme aujourd'hui, ben, il manquait d'outils, puis des affaires de même, puis on a développé ces outils-là. Fait que là, on arrivait, puis on peut t'aider à bootstrapper ton projet serverless, puis voici comment tu peux le faire, puis fait que si je comprends bien, je sais pas, là, mettons une boîte comme Spectrum, là, qui existe encore, mais à l'époque, si elle avait voulu faire des projets puis builder ça en serverless, elle aurait pu faire affaire avec vous autres, mettons. Ouais. Des projets clients. Mais c'était-tu des firmes puis des agences de services ou tu avais même déjà des produits à l'époque? Non, c'était des produits. OK. La plupart, c'était tous des produits. C'est bon, excuse. C'était des. Je vais, par exemple, un exemple, c'est une firme qui faisait du développement pour une application qui s'appelle ColorTrack, qui existe encore, là, puis on fait encore des petits mandats pour eux autres. Mais ils font c'est une plateforme pour les conseillers financiers. Fait que ça analyse tous les fonds d'investissement qu'il y a au Canada. Puis selon les profils investisseurs, puis ce que tu veux faire comme portefeuille,
ça te monte un portefeuille optimisé pour ton profil investisseur, ça vérifie les rendements, puis ça te produit des rapports, des choses comme ça. Puis eux, il y avait des gros enjeux de performance et ils commencent à avoir des utilisateurs. Puis là, ce qu'ils avaient monté comme infrastructure, c'était comme une plateforme PHP avec, je me souviens plus trop dans quelle machine virtuelle, c'était hébergé quelque part, mais c'était vraiment des gros problèmes de performance. Puis là, nous, on a dit, on a la solution, serverless. Puis, fait que là, on a développé leur version 2, puis depuis ce temps. Il y a une pépite que tu m'avais droppée dans notre discussion à l'autre souper. Tu m'avais parlé du fait que d'être dans un coworking dans vos premières années, ça a comme été un avantage de développement d'affaires. J'avais comme flashé là-dessus. J'étais comme, j'avais jamais pensé à ça d'un point de vue startup. Tu veux-tu m'en parler un peu plus? Moi, puis même plus que juste développement des affaires, mais relation avec des fournisseurs potentiels, avec d'autres partenaires d'affaires, puis etc. Dans ce premier coworking-là qu'on a pris, après, dans le fond, quand on a démarré Unicorn, ça a pris 4 mois, je pense, avant qu'on engage quelqu'un, un premier employé. Ouais, c'est pas long. Puis, Alors, on avait fini la première année, on avait 5 employés. Très cool, OK. Avec du service en même temps. Une fois que j'ai compris qu'il fallait que je vende tout le temps puis que j'arrête pas de vendre parce qu'on avait trouvé un contrat, on a su qu'on pourrait engager. Fait que là, j'ai perdu le fil de où est-ce que je m'en allais. Mais tu me disais qu'on a eu notre premier employé après 4 mois. Oui, c'est ça. Le coworking arrive quelque part. Oui, c'est ça. Parce que là, on était installé avant ça dans mon sous-sol, moi puis JP, mais là, j'ai fait, c'est pas vrai qu'on va engager du monde puis ils vont tous rentrer chez nous dans mon sous-sol. Fait qu'on va se prendre une zone de coworking. Puis en arrivant là, tout de suite, on a vu, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que là, il y avait une autre compagnie qui développait des services pour la cybersécurité. OK, ouais. Après ça, il y a une autre compagnie qui faisait l'évaluation de zones d'innovation pour les incubateurs, accélérateurs, des enfants normaux. Okay. Après ça, on avait une fille qui faisait du marketing. On avait un gars qui faisait du développement sur mesure. Puis là, c'est plein de monde avec qui c'est le fun de connecter, de parler. Oui. Puis finalement, de ces personnes-là, j'ai eu deux clients. J'ai une fille qui s'occupait du marketing qui s'est occupé de notre marketing pendant un bon bout. Le gars qui faisait du développement, il est venu nous aider quand on n'avait pas assez de monde pour pouvoir développer tout ce qu'on voulait faire. Fait que là, il est venu nous aider sur plusieurs mandats. Fait qu'au final, on a presque connecté avec tout le monde qui était dans ce coworking-là. C'est cool. Êtes-vous dans le même coworking ou vous êtes rendu dans un nouveau coworking? OK, vous avez changé. All right. C'est comme une serendipity un petit peu en anglais qui dit que quand tu as du monde talentueux au même endroit, tu sais, ça bouillonne un peu puis ça crée des opportunités pour tout le monde avec le timing. OK, cool. Est-ce que la décision de vous spécialiser uniquement sur Amazon Web Services, AWS, qui est le service cloud le plus populaire, est-ce que ça, c'était built-in dès le jour du chalet ou c'est arrivé comme plus tard? À peu près 1 an après. OK. Fait que la première année, vous avez expérimenté avec différents services cloud. Exactement. On a fait des projets sur Azure, Google Cloud Platform, AWS. Puis après avoir expérimenté, puis avec les mandats qu'on voyait rentrer dans notre pipeline aussi, là, on voyait, ça serait mieux de tout le temps faire la même chose pour être meilleur. Puis AWS, tous les services serverless, puis c'était ça qu'on vendait beaucoup là, dans ce temps-là. Sont beaucoup plus avancés, sont plus stables, c'est plus facile de... Il y a des enjeux au début du serverless qui existaient, ils appelaient ça les cold start. Là. Tu te fais une lambda, puis ça va exécuter ton bout de code. Puis si elle n'est pas chaude, là, c'est un cold start, ça veut dire qu'elle va prendre comme 1 seconde et demie, 2 secondes avant de pouvoir te répondre. Quand tu fais un API puis que ça prend 2 secondes à répondre, c'est pas efficace. Là. Fait, AWS, il avait réglé ces problèmes-là, puis il permettait des solutions là, pour permettre de régler ces choses-là que les autres n'avaient pas. Fait que ça nous disait, on va aller vers le meilleur, puis on va offrir cette solution-là à nos clients. Puis quand on regardait pour monter dans le réseau des partenaires, parce qu'une fois que tu rentres dans l'écosystème AWS, là, tu peux progresser dans le réseau des partenaires. Puis ça vient avec de l'aide de AWS. C'est quoi le réseau des partenaires pour ceux qui connaissent moins ça? C'est, dans le fond, quand tu offres des services professionnels qui sont reliés à AWS ou un produit qui est attaché à AWS, dans le fond, AWS, ils ont des programmes de partenariat pour t'aider
à scaler, puis d'avancer, puis d'offrir tes services. Win-win, là, tu sais. Exactement. Tu vends mes trucs, je t'aide à vendre mes trucs. Exactement. Puis tous les grands cloud providers ont tous ces genres de programmes-là, là, sont tous différents. Mais ils demandent, par exemple, il faut que tu m'amènes tant de nouveaux clients, il faut qu'il y ait tant de consommation sur nos services AWS. Puis là, quand tu vas atteindre ces chiffres-là, nous, par exemple, on va t'envoyer des nouveaux leads ou on va te donner des financements pour tes programmes marketing. Puis on va faire du co-selling avec toi sur certains deals. Mais ça vient quand tu atteins certains chiffres. Tu as des incitatifs de plus en plus juteux, de plus en plus, mettons, gros. Plus que tu grossis avec AWS. Exactement. Tu leur vends du service, puis tout ça. Puis là, moi et JP, on regardait ça, puis on fait comme, si je veux 50 deals dans une année qui rapportent 15 000 de revenus récurrents AWS par mois, par exemple, dans la consommation AWS, ça veut dire qu'il faudrait que tous nos deals soient dans AWS. Parce que si j'en fais la moitié sur Azure, je ne serais pas bon dans aucun. Puis mettons que je joue à l'avocat du diable pour ce moment-là dans le temps. Ça a-tu été un peu aussi une question de sacrifier un paquet de clients potentiels qui auraient pu venir vous voir et dire genre, check dude, t'es bien smart, là, puis vous avez l'air bien bon, sauf que nous autres, notre SaaS, il roule sur Azure de Microsoft, puis genre, si tu veux travailler avec nous, c'est ça. Puis là, il fallait que tu dises, non, je prends la décision de me spécialiser. Genre. Ça a été ça. Ça a été ça. Puis on a dit non à certains clients, puis on a décidé de ne pas faire certains mandats juste pour ça. C'est ça, mais ça, c'est un bon call stratégique parce que c'est un call de long terme puis de vision. C'est genre, on le sait où est-ce qu'on s'en va, puis il faut dire non à des gains court terme, de genre plein de clients puis de la liquidité qui rentre vite pour aller chercher encore plus de gains long terme. Fait que c'est une fleur que je te lance. Merci. Je vais apprendre. Là, c'était AWS, c'était le leader à l'époque. On peut, aujourd'hui, 2025, considérer encore que c'est le leader, je pense, en cloud. Oui, si on regarde les parts de marché, oui. Si on regarde les parts de marché. Ouais. OK, super. Fait que la qualité de la technologie, selon moi, aussi. C'est ça. Sans aucun biais. Ouais. Non, mais je veux dire, ça veut dire que c'est un bon bet, là. T'as fait ça, t'as collé cette shit-là il y a 7 ans, là, tu sais, quasiment. 6-7 ans. 6 ans. All right, folks. Un petit shout-out à Vasco, partenaire produit SaaSpass. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saaspass.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. Qu'est-ce que les gens, que ce soit des co-founders ou des devs même peut-être, la majorité d'eux autres ne savent pas à propos d'AWS, mais qu'ils devraient savoir? Qu'il y a de l'argent disponible pour financer des projets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu veux faire un projet qui implique de l'info nuagique, tu veux créer un nouveau projet SaaS. Info nuagique, c'est l'équivalent francophone de cloud, right? Exactement. Parfait. C'est bon de le traduire. Ouais, ben c'est ça. Je me dis, le monde, ils ne savent peut-être pas. Ouais. Donc, tu as un projet. Tu dis, moi, je veux utiliser le cloud pour faire de l'intelligence artificielle pour une fonctionnalité que j'ai dans mon SaaS. Peu importe. Il y a des programmes de financement pour te faire accompagner par des partenaires comme Unicorn pour pouvoir faire ton projet. Fait que là, ça peut être des montants quand même importants. Mettons, dans le dernier 12 mois, mettons, là, non, plus 9 mois, on doit avoir à peu près 600 000 en financement qui est venu d'AWS dans des projets qu'on a participé. USD. C'est dans 600 clients, tu comprends? Non. C'est une courbe. Mettons, on doit peut-être avoir maximum 30 clients dans l'année. OK. C'est ça. Fait que c'est des gros bidous qui peuvent... C'est ça. Des fois, le monde, il n'y a juste pas quoi de découvrabilité de ces dollars-là. Dans le fond, ce financement-là, le monde, ils ne savent pas. Genre. Exactement. Le monde, ils ne savent pas. C'est-tu, Eric, qui ne savent pas ou que si tu ne deals pas avec un partner, dans le fond, tu n'as pas accès à ça? Oui, ben il y a des programmes que tu peux avoir accès sans partenaire. Il y a d'autres programmes, ça te prend un partenaire absolument. C'est bon. Puis il y a plus d'argent dans les programmes partenaires parce qu'AWS se sont dit on veut donner de l'argent, mais on veut qu'il soit bien utilisé. Puis on veut pas que la personne, par exemple, fasse une migration dans le cloud, qu'elle le fasse de la mauvaise manière. Elle trouve que ça coûte cher, puis elle s'en va. Ce qu'on veut, c'est, gars, on va te financer ton projet de migration, tu vas le faire de la bonne manière avec un partenaire, puis je le sais que tu vas rester.
Ouais, c'est ça le bet là, qu'ils font. Là. Tu qualifies ou tu augmentes le customer success. C'est comme un play de customer success. C'est ça. Genre, je veux l'avoir pour longtemps et qu'il soit content. Là. Exactement. On veut pas que tu migres dans le cloud pour que dans un an, tu dises non, je veux sortir parce que j'aime pas ça. OK. Vraiment intéressant. Puis, mettons là, qu'il y a des fondateurs non techniques qui écoutent. Y a-tu des low-hanging fruit, fait que des victoires faciles à aller chercher en optimisation cloud s'ils ont une équipe de dev, là, mettons, mais qui sont pas nécessairement pro en DevOps ni en cloud? Ben, il y a 2 choses de base que tu peux faire pour optimiser tes coûts dans le AWS que tout le monde devrait faire. OK. La première chose, c'est les réservations d'instances qu'ils appellent. Quand tu sais que tu vas utiliser une ressource pendant 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance, ben, tu peux le committer, dire je vais l'utiliser pendant 1 an. Okay. Puis ça te donne des gros rabais quand même. Ça peut fait des 30%. Oui, exact. Ça te fait quand même une différence de 30% des fois ou même plus. Ça, l'équivalent SaaS, c'est quand je dis prends mon abonnement annuel au lieu de mensuel, puis ça va te coûter 20% de moins. C'est ça, exact. Grossièrement. Grossièrement, c'est ça. Okay. Puis sinon, maintenant, il y a les saving plans qu'ils appellent. Là. Fait que ça, c'est encore plus flexible. Là. Okay. C'est une manière de dire ben, je vais m'entendre à dépenser tant en compute. Mais tu sais, c'est pas bloqué à une réserve instance en particulier ou tout ça. Fait que c'est plus flexible. Okay. Fait que ça permet encore d'aller chercher des rabais intéressants, puis ça reste flexible. OK. Puis ça, mettons, des devs qui sont pas nécessairement calés là-dedans, s'ils vont googler ChatGPT Aid, un peu ce qu'on vient de dire là, ils vont être capables d'aller chercher ces low-hanging fruits ou c'est sûr qu'ils t'appellent? Non, ils vont être capables de trouver ça. Puis le défi qu'ils vont avoir après, c'est dans 1 an, de ne pas oublier de la reprendre puis de la réajuster en fonction de la nouvelle capacité. Puis je sais que tu as beaucoup de grosses plateformes, que ce soit un AWS ou autre, là, qui vont vendre du service, du support quelconque. Tu m'avais déjà parlé de extended support ou quelque chose de même. Tu veux-tu ça, c'est une autre affaire. Ouais. En fait, c'est en lien avec les coûts qui augmentent dans le WS. OK. Parce que normalement, dans le WS, les coûts, la facturation, là, c'est tout le temps, par exemple, si ça te coûte 2$ pour une machine virtuelle à chaque jour, le contrat avec AWS, ça dit on va te baisser les prix, mais on ne t'augmentera jamais les prix. Mais il y a un petit astérisque qui est Extended Support, c'est que si tu utilises des affaires qui sont outdated, comme par exemple, tu as une MySQL qui date de 5.7. C'est une base de données. Ouais, une base de données là, qui est vraiment expirée, qui n'est plus supportée depuis MySQL. MySQL ne supporte plus cette BD-là depuis 4 ans. Mettons. Mais tu veux l'utiliser encore. Ouais. Ben, AWS, ils disent OK, c'est bon, tu peux continuer à l'utiliser, mais là, ça fait tellement longtemps que c'est plus supporté. Nous, pour te permettre de continuer à l'utiliser, on va te donner un Extend Support, mais là, il faut que tu payes. Parce que là, ben, pour continuer à supporter une version qui est plus supportée, ben, nous, ça nous coûte des frais, puis là, ben, toi, tu vas le payer. Fait que là, ça te fait monter ton bill. Fait que ça, c'est quelque chose que tu vois de temps en temps, souvent? Ben, mettons, en 2024, on l'a vu beaucoup à cause justement du MySQL 5.7 exactement qui a expiré, mais tu sais, ça arrive des fois. Puis tu sais, AWS, ils t'envoient des courriels d'avance. Là. Ils font pas juste... Ça fait 4 ans que je t'envoie un courriel pour te dire que ça, c'est plus supporté. Éventuellement, il faudrait que tu updates. Mais si tu le fais pas, ben, ils te font payer ce surplus-là. Puis à un moment donné, ben, ce que tu vois, c'est qu'il y a des clients qui viennent nous voir et disent je comprends pas, ma facture a augmenté de 30%, mais j'ai pas augmenté de 30%. Puis là, la première affaire qu'on check, Extend Support dans le billing, puis tu le vois tout de suite. Ben, tu as commencé à payer le Extend Support sur telle affaire parce qu'il est outdated. Fait que ça veut dire que tu as comme des bombes à retardement dans ta stack si les outils que tu utilises sont sur de vieilles versions ou ils ont pris trop d'âge puis tu n'as pas pris le temps de les updater. Ça pourrait gonfler tes coûts cloud si tu ne checkes pas ça à aller. Mettons. Exactement. C'est une bonne ou une mauvaise chose? J'essaie de voir genre éthiquement qu'est-ce que des devs puristes diraient tout ça. Tu sais, c'est comme Amazon, nous autres, dans le fond, c'est juste parce qu'ils disent Chris, man, si t'es le seul dans le monde à utiliser cette affaire-là, puis que nous, il faut qu'on dépense des ressources juste pour toi, ben. Puis on s'entend, là, des technologies qui sont expirées, c'est des technologies qui sont vulnérables au piratage. Fair. Ouais. Fait que de un, t'es pas juste à risque en raison des coûts qui risquent d'augmenter. T'es à risque parce que t'as des failles de sécurité probablement majeures dans tes affaires aussi. Là. Fair. Chris, c'est intéressant, ça. Ça m'apprend quelque chose. C'est bon. Pour une fois que je t'apprends quelque chose. Ma prochaine question est au niveau de la compétition. Fait que, tu sais, on a comme
dessiner un petit peu le paysage de compétition, c'est-à-dire qu'il y a des gros cloud service providers qui sont les plus gros, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. Je sais pas, là, Alibaba, ils ont quelque chose, genre, ou je sais pas qui d'autre. Ouais. IBM, il y a Oracle. Bon, fait que t'as comme une gamme de produits, de plateformes qui compétitionnent entre eux. Puis là, sous chacune de ces plateformes-là, tu as des partenaires certifiés, comme vous autres, vous êtes avec AWS. Ma question, c'est, entre partenaires, mettons, c'est-tu une compétition aussi féroce pour obtenir des mandats de migration, mettons, que genre, le monde de Azure, ils vont aller slasher les tires du monde d'AWS dans la nuit avant un pitch, genre, ou quelque chose genre. C'est pas si intense. Il n'y a pas de coup de cochon qui est fait, mais on voit qu'il y a des stratégies entre les cloud providers. Nous, on aimerait aller chercher plus de monde qui veulent faire du générative AI ou tout ça. Fait que là, ils vont donner plus. Tu sais, que je parlais de financement là, pour des programmes partenaires. Ben là, ils vont dire cette année, on investit massivement. Tous les projets de générative AI, on va donner plus de financement. Puis les projets de modernisation en container, on en veut plus. Fait qu'on va donner plus d'argent. Puis, fait que tu sais, c'est les genres de combats comme ça qui se font en ce moment. Très haut niveau, mais ça redescend. Ça percole après ça dans tout ce qui va être financé puis aidé comme projet versus un autre. Très intéressant. Puis, as-tu l'impression que ton industrie, de façon générale, a une bonne, correcte, pas bonne réputation? Moi, je dirais correct. Explique-moi ce que tu veux dire. Ouais, parce qu'il y a des compagnies qui ont fait l'expérience cloud puis qui n'en ont pas été satisfaites puis qui en ont parlé publiquement, tu sais, quand même beaucoup plus. Basecamp, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais, assez un connu. bon exemple. Ouais. Puis, il y a d'autres compagnies comme Slack, Netflix ou autres qui sont sur AWS qui, eux, ça va super bien puis ils n'ont pas de... Puis, à toutes les fois, moi, je me dis, c'est une manière de l'utiliser aussi parce qu'on a rencontré beaucoup de clients qui étaient initialement insatisfaits de ce qu'ils faisaient dans le cloud. Puis, une fois que l'optimisation est en place, une fois que tu l'as contrôlé, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus magique puis intéressant. C'est ça. Une fois que tu le fais comme du monde. Exactement. Ouais. Mais ça a amené une espèce de réputation dans le marché de ça coûte cher. Ça ne donne pas vraiment les promesses que ça a donné. Mais comme overhyped un petit peu. Ouais, mais moi, une des choses, puis tu sais, si c'est trop une balle courbe, on coupera ça. Là. Mais une des choses que j'ai entendues par certains co-founders / CTO dans les SaaS, c'est que tu as beaucoup de partenaires de ces différentes plateformes-là, j'en sais pas une en particulier, qui vont être forts sur le outreach puis sur le quasiment harceler pour te convaincre de prendre leur crédit puis qui vont t'optimiser ton infra cloud puis qui te lâchent pas. Tu sais. Fait que il y a aussi ce côté-là que je me demandais, as-tu l'impression que c'est quand même une industrie agressive pour aller chercher ses ventes? C'est une bonne question. Je sais que vous l'êtes pas. On essaie de ne pas l'être trop, en tout cas, j'espère. Mais je pense pas qu'on est agressif comme ça. Je pense qu'il y a sûrement des industries qui sont pires que l'industrie cloud. En tout cas, peut-être parce que tu es dans le domaine SaaS. Probablement que, veux pas, c'est sûr que c'est des personnes qui sont ciblées pour ce type de... Ben oui, je veux dire, CTO d'un SaaS qui va bien puis qui scale. C'est ça qui va se faire soler sur LinkedIn. Ça, c'est garanti. Ouais, puis en même temps, ces mêmes co-founders-là, leur monde de marketing puis de vente harcèlent d'autres leaders de business pour qu'ils achètent leur SaaS. Moi, je me fais encore harceler pour hey, tu fais-tu une job de directeur? Puis t'as peut-être pas vu mon profil sur LinkedIn, mais là, ça fait un petit bout, je fais plus ça. Ramenons ça un peu à ton périple à toi. Dans le fond, toi, tu es co-founder et CEO, tu es le président, directeur général, PDG de la compagnie. J'ai le goût que tu me décrives un peu le contraste dans ton quotidien, tu sais, tes tâches, ta réalité au travail, la première année versus là les derniers mois, mettons. Qu'est-ce qui a changé? Tout. OK. Ouais, pour vrai, j'ai l'impression que presque tout a changé. Là. Au début, je faisais les payes, je faisais le développement des affaires, je faisais les cold calls, puis les appels, les suivis LinkedIn. J'ai codé, je m'occupais du recrutement, j'ai mis en place les procédures de travail pour tous les départements. Tu sais.
je faisais, dans la première année, je dirais les 2 premières années, à peu près toutes, là, au complet, la comptabilité, tenue de livre, etc. En termes d'heures par semaine, travaillais-tu beaucoup? Ouais. Oui. Puis jusqu'à quand même assez récemment, tu sais, c'est des 50-60 heures, là, mettons, facile. Quand même. Mais là, dans les dernières années, vraiment, c'est un chiffre complètement différent là, parce que j'ai du monde sur qui m'appuyer qui sont vraiment géniaux. Puis c'est ça que je trouve qu'on a réussi à faire chez Unicorn, là, c'est qu'on s'est bâti une équipe qui est solide. Ouais. Tu sais, quand on a besoin de parler avec des clients, de penser à des technologies, vous en même, nos solutions architectes sont vraiment forts, sont capables de bâtir des idées, puis ils ont un côté business aussi, là, ils voient tout au complet. Patrice No qui s'occupe de nos opérations, puis RH maintenant, fait que je fais plus de recrutement, je fais plus la gestion du quotidien. D'admin qui sont plus sur la table. Exact. Patrice s'occupe dans le main de tout organiser ça, puis de suivre les projets. Benoît, qu'on a engagé l'année passée pour le développement des affaires. Puis nos partenariats avec AWS, puis Ingram. Mieux, c'est ça, c'est comme Benoît, il passe beaucoup plus de temps à travailler là-dessus, puis parler à beaucoup plus de vendeurs AWS, puis maintenir nos liens avec eux. OK, cool. Que moi, maintenant, j'avais plus le temps. Fait que... Mais là, toutes ces belles personnes-là, compétentes puis fiables, qui joignent l'équipe puis qui te libèrent de temps puis de responsabilité, ça ouvre un peu ton horaire, en guillemets, genre ta bande passante. Fait que t'as mis ça où, comment, quoi? Genre, qu'est-ce que tu fais plus, mettons, aujourd'hui? J'enregistre des podcasts. Ben, c'est con, mais man, de faire rayonner la compagnie, puis de ça en fait jouer partie. ce rôle-là. Ouais, exact. C'est ça. Je participe à plus d'événements. Je vais dans... j'ai du temps pour participer à des groupes d'entrepreneurs où on challenge les idées. Nice. On a fait une planif stratégique. C'est des affaires que j'avais pas le temps de faire avant. Fait que parle-moi de ton entourage d'entrepreneurs. Je vais piggyback là-dessus, ça m'intéresse. Dans le fond, moi, j'ai 2 groupes d'entrepreneurs. J'en ai un parce que j'avais besoin d'améliorer mon anglais, parce que je viens d'Arvida, puis c'est pas bon de parler en anglais. J'ai trouvé une compagnie qui fait des groupes d'entrepreneurs pour apprendre l'anglais. Wow, OK. Fait que c'est des masterminds. C'est des vraiment, on a 20 quelques sessions dans l'année, là, c'est qu'à chaque semaine. Puis on fait même des traitements d'enjeux, des affaires de même, mais tout en anglais. C'est une bonne idée parce qu'au lieu de dire genre le chien a mangé son os rouge, tu dis j'avais essayé des cours d'anglais. My software is not working like I want. J'avais essayé des cours d'anglais qui n'étaient pas pour les entrepreneurs. Je lâchais tout le temps parce que je trouvais ça ennuyant maintenant. Puis je perdais mon temps. Mais là, quand j'ai commencé à faire des groupes de cours d'anglais, mais pour entrepreneurs, mais là, ça a comme fait je perds pas mon temps. C'est intéressant comme modèle d'affaires. Ouais, vraiment. Tu rencontres du monde probablement un minimum intéressant si c'est d'autres entrepreneurs. Isabelle Méthode, Ellipse, là, c'est eux autres qui font ça. OK. Puis ça, c'est payant, là, j'imagine. Mais c'est pas cher payé pour ce que ça donne. C'est quoi le format? Il y a plusieurs formats, là, mais en gros, ça te fait un groupe. Tu vas être avec 6 à 10 autres entrepreneurs. Chaque semaine, on se rencontre 1 heure. Chaque semaine, quand même. Ouais, chaque semaine. Puis là, on a un sujet, là, ça va être le recrutement, développer des équipes, peu importe. Là. Puis sinon, on va faire des traitements d'enjeux. Fait que tu présentes un enjeu que tu as dans ta business pour tes questions. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça te permet de développer ton anglais. Puis pour vrai, pour le rapport qualité-prix, mais ça a été ultra bénéfique. Je suis un grand porte-parole de ça, pour vrai. Parfait, on va continuer le reste de l'entrevue en anglais. Puis l'autre groupe, ça, c'est un groupe que c'est plus tout le temps les mêmes, puis on est resté ensemble. Puis c'est parti d'un groupe Tech Canada. Oui. Antoine Paré de Dash 10 m'a parlé de ça, si je ne m'abuse. Ça se peut. Tech Canada. Sinon, je sais qu'il y a du monde de Nexap aussi qui sont dans des groupes tech, comme Pierre-Luc, Jonathan Lessard, etc. Puis je crois, de mon souvenir, je pense que Nexap me parlait. C'est eux qui m'ont dit tu devrais faire partie d'un groupe tech ou tout ça. Puis la semaine d'après, j'ai quelqu'un d'autre qui me disait tu devrais faire partie d'un groupe tech. Là, quand ça fait 2-3 qui me le disent, je vais le faire. Pareil pour, mettons, écouter une télésérie, je fais ma affaire. OK. Ça fait 2-3 personnes qui se connaissent pas que j'aime bien qui me disent écoute ça, je l'écoute. C'est ça, exact. Fait que je me suis dit, je vais les écouter puis je vais faire partie. Puis j'ai pas regretté. Là. C'est un groupe, on se tient depuis
2 ans et demi, je pense. Puis c'est ça. Le format, c'est quoi ça? Tech Canada versus l'autre avec Ellipse? C'est en français. Ouais. Mais c'est plus on a un avant-midi avec conférencier. Oh, OK. Après-midi, traitement d'enjeux. Puis le conférencier, ça peut être différents sujets aussi. Fait que ça te prend quand même une journée au complet. Ouais, c'est une journée. C'est une dizaine de fois par année. Chris, quand même, quasiment une fois par mois, Ouais. sans compter des vacances, genre. Puis ça aussi, c'est payant. Ouais. Parfait. Je suis offline, je te demanderai combien ça coûte. C'est bon. Fait que c'est vraiment cool, man. Puis à cette heure, ta réponse est presque parfaite. Elle aurait été parfaite si tu m'as dit je fais aussi maintenant partie de la communauté privée de fondateurs, ça se passe. Oui. Je pense que je l'avais noté qu'il fallait que j'en parle. Ben oui, je le vois dans mes notes. Non, mais non, c'est vraiment cool, man. Ouais. C'est vraiment cool. Puis je suis content pour toi parce que ce que tu as construit prend toutes les années, les 50 à 60 heures semaine. Puis tout, quand tu réussis à avoir une équipe sur laquelle tu peux t'appuyer, comme tu dis, c'est le rêve de tous les entrepreneurs. Ouais. D'être genre, Chris, je suis capable de me concentrer sur des enjeux de vision, de long terme, puis stratégique, puis creuser ma tête là-dessus, c'est le fun en esti. Puis ça, pour vrai, là, je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Puis, Okay. je vais juste rajouter, là, Ouais. J'avais bâti une super équipe, puis un de mes défauts, là, quand tu travailles avec moi, c'est que des fois, je veux trop me mêler de tout. Là. Puis, je te donnais la responsabilité, mais des fois, je voulais m'en mêler pareil. Là, puis là, je fais beaucoup plus attention. Puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette équipe solide-là quand, justement, je commençais à être trop fatigué. Ou que là, ça débordait, puis c'est sûr que ça pouvait pas rentrer dans la semaine. Puis que là, je fais juste t'asseoir avec ton équipe, puis tu dis, hey, là, ça rentre pas, puis il faut qu'on règle tel enjeu, tel enjeu, tel enjeu. Puis là, que tout le monde autour de la table dit, c'est correct, moi, je m'occupe de ça, moi, je m'occupe de ça. Puis là, ils s'auto-gèrent, puis hey, c'est magique. Finalement, j'ai plus besoin de me mêler de tout. Passe ton nez de là, Eric. Arrête donc de te mêler de ça. Est-ce que ça a été une réalisation comme un peu soudaine que toi, t'as eu, ou c'est genre peut-être des co-founders ou des employés ou des mentors qui ont dit, man, me semble, tu devrais être moins impliqué, là, genre. Ça a pris 2-3 personnes qui m'en parlent. Peut-être que. Ouais. Puis tu devrais demander à ton équipe, peut-être à place. Puis, Ouais. là, oui. C'est là que l'entourage, ça peut jouer beaucoup. Fait que ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi, ça joue-tu dans ces eaux-là ou t'as autre chose à ajouter? Je disais, c'est pas mal ça. Des Ouais. fois, je veux trop m'en mêler, puis je devrais juste me tasser. Ouais, mais c'est la réalité de plein de monde aussi qui ont été au cœur des opérations longtemps. C'est une maturation d'entrepreneur que la majorité du monde passe à travers. Puis c'est ça. Vous avez embarqué sur une nouvelle track, un nouveau chapitre, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, chez Unicorn, qui est le chapitre produit. Donc, vous développez un produit. Explique-moi, il en est où? Là? Il est dans quel état, ce produit-là? C'est quoi qu'il fait? Je veux qu'on creuse là-dessus un peu. Ouais, dans le fond, c'est un super produit SaaS. Let's go. Let's go. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on faisait de la gestion d'infrastructure pour nos clients. Ouais. Puis, il y avait toujours les mêmes problématiques qui revenaient. C'est tout le temps la même chose. C'est on perd le contrôle, on n'est pas capable d'avoir une bonne visibilité, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Puis, on a besoin de se structurer là-dessus. Fait que nous, ce qu'on a dit, dans notre service de gestion d'infrastructure, on va développer nos outils qui permettent de suivre ça. OK. Ça fait 4 ans qu'on fait de la gestion d'infrastructure, 4 ans et demi, mettons. On a développé tous les outils pour pouvoir faire le suivi des infrastructures cloud, puis d'être capable de savoir, tu dépenses trop d'argent à tels endroits, puis voici ce que tu peux faire pour le réduire, puis combien tu peux sauver d'argent pour chacune des recommandations que je te donne. Fait que ça, on a sorti ça pour notre gestion d'infrastructure, puis on s'est dit, là, tu sais, c'est un produit SaaS. Il faut que ça devienne un produit puis que ça sorte de notre service. Il ne faut pas que ce soit juste notre service. Fait que c'est ça que ça fait. C'est du FinOps pour le cloud. Comment tu appelles ça? FinOps. Finance, opération. C'est comme DevOps. Ouais. C'est bon. FinOps. C'est bon. Fait que comment tu optimises tes finances pour ton cloud puis d'avoir un bon ROI sur ce que tu fais dans ton J'ai cloud. un paquet de questions, si tu permets. Premièrement, vous l'avez développé à l'interne au fil du temps parce que vous aviez ces besoins-là, etc. C'est comme la genèse d'un paquet de produits qui naissent au sein d'une compagnie de service. Snipcard, c'était ça, au sein du Spectrum. Par contre, ma question pour toi, est-ce que ça n'existait pas déjà quelque part? Genre? Pourquoi le développer vous-même? Oui. En fait, nous, on regardait pour offrir ce service-là à nos clients. Fait qu'on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché puis quels outils pourraient...
faire la job. Puis là, on se rendait compte, c'est cool, cet outil-là, là, c'est parfait pour gérer l'optimisation des coûts d'une EC2, puis de réserve instance, puis tout ça, mais ça, c'est la base. Après ça, il reste comme un paquet d'autres affaires que tu peux optimiser, puis l'outil le fait pas. OK, c'est bon. Fait que là, je pense qu'on était dans un marché où, vu qu'on travaillait avec des compagnies qui étaient des développeurs de logiciels, ils n'utilisaient pas uniquement des EC2, ils utilisaient un paquet de services. Dans la boîte à outils qu'on parlait. C'est ça, exactement. Ils utilisaient plein de choses. Fait que là, les outils d'optimisation de coûts couvraient une petite partie de ce qu'on voulait. OK. Fait que c'est là qu'on s'est dit, nous autres, on va se différencier parce que ce qu'on va offrir, c'est quelque chose qui marche pour beaucoup plus de services. Puis ce que je trouvais cool, puis ça, c'est une des affaires qu'avant qu'on se parle plus puis qu'on devienne partner, j'avais pas compris, mais c'est que vous faites encore, je sais pas à quel pourcentage là, de votre revenu, mettons, mais du développement web, là, cloud first, cloud native, etc. Mais t'as du monde qui sont capables de shipper une app, là, genre chez vous, pas juste de taponner dans le cloud, right? Fait que genre, quand t'es arrivé pour bâtir un produit, c'est pas comme si t'étais comme je sais pas comment faire, non. T'avais du monde qui était capable de faire ça. Exactement. On a sorti du monde de notre équipe développement cloud native, puis vous allez travailler sur notre produit maintenant. Fait que ça c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a un paquet de monde qui vont se builder des Christy de belles business de services similaires à ce que toi t'as fait, puis que là, ils vont voir un problème à l'interne qui se transforme en produit, puis là, ils vont se planter. Parce qu'ils vont genre mixer les opérations. Ils vont genre pas séparer comme il faut, pas dédier assez de focus sur le produit quand le service tire ou peu importe. Toi, t'as dit, je pogne des ressources en interne du monde, je les dédie au produit. Ouais, exactement. Okay. T'as fait quand même un clean break, là. Oui, puis le développeur, il est assigné, puis le deuxième qui se rajoute, il est assigné aussi, puis il bougera pas de là. Puis comment tu as géré ça? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu chez Spectrum quand il y a eu le lancement puis la séparation éventuellement de Snipcart. C'est tu as comme une partie du staff qui sont tous chumés, qui ont toutes une bonne relation, qui à un moment donné, Chris, on travaille plus ces mêmes affaires dans le fond. Nos enjeux, puis genre même le rythme auquel elle travaille, pour qui on travaille, c'est plus pareil. Ouais. T'as-tu senti ça un peu dans ton équipe? Pas en ce moment, je te dirais. Parfait. Ça va plutôt bien. Là. En tout cas, j'espère que je me suis pas trop sorti des opérations pour m'en rendre compte. Puis, une autre question un peu naïve, mais ça va te permettre de bien y répondre, c'est ça va pas vous enlever de la business de faire un produit comme ça qui, dans le fond, fait une partie des services que vous auriez fait, vous autres, avec un taux horaire plus élevé? Non, clairement, c'est pour attaquer des marchés qu'on n'attaquerait pas en ce moment. Avec le service. Exactement. Notre service, on le voit, là, une entreprise de service, c'est beaucoup de la proximité avec tes clients. Ouais. C'est beaucoup des relations d'affaires que tu vas builder. Puis quand tu arrives avec un produit SaaS, ça va attaquer des marchés qui peuvent être beaucoup plus grands. Tu peux être aux États-Unis facilement, tu peux être dans le reste du Canada beaucoup plus simplement. Plus simplement, mais la distribution d'un produit SaaS, sa commercialisation est aussi un challenge. Totalement. Comment vous pensez à ça? J'imagine qu'il doit y avoir une manière de marketplace AWS où ce que tu peux pousser ton produit, mais c'est-tu juste ça le play de go-to-market? En fait, il y a un gros play de partenariat avec AWS. Ça, c'est certain. OK. Explique-moi comment que ça joue, ça. On a monté dans le réseau des partenaires services, mais il y a un réseau de partenaires produits. OK, c'est bon. Puis là, il y a du co-sell. Puis, par exemple, si un vendeur AWS vend notre plateforme, on peut lui donner des incentives pour qu'il ait le goût d'en vendre plus. Il y a toute une mécanique de vente qui peut s'orchestrer avec AWS. Puis, il y a une autre partie, je veux pas, là, c'est comme on a une planification stratégique avec une vente puis une commercialisation de produits SaaS qui est complètement différente de notre service. Là. Fait qu'on on s'est fait deux pattes. Là, puis notre service, ça continue de marcher comme ça, puis voici comment on fait notre commercialisation. Mais le SaaS, c'est une autre affaire complètement à côté, puis on se fait accompagner une firme de Toronto qui pinch. Ils font quoi, eux autres? C'est de la commercialisation de produits SaaS. Vous les avez trouvés comment, mettons? AWS. OK, ils travaillent déjà avec avec beaucoup d'autres partenaires. Puis, C'est intéressant, ça. Fait que t'as comme déjà des chemins quand même tracés. Fait que ça dérisque un petit peu le go-to-market parce que tu sais que t'as des canaux dans lesquels tu vas pouvoir distribuer ton produit. Exactement. T'as aussi une réputation, une expertise avec toutes les années comme partner. On a des belles listes de clients potentiels déjà bien établis avec ces partenariats-là aussi. Là. OK. Donc, ça aide beaucoup. Puis tu vois-tu
une croisée des chemins un peu problématique ou du moins challengeante sur ben là, comment j'alloue mes ressources là, finalement? Là? Si mon produit est en train de décoller, faut-tu scale down le service? Je sais. Ben, c'est nos réflexions qu'on a en permanence. En permanence. On a un plan, on s'est dit ce qu'on allait allouer, puis après ça, mais on réajuste parce qu'il y a plein de nouveautés. Puis, on est en discussion avec AWS pour des nouveaux programmes qu'ils sont en train de mettre en place. Puis là, ils peuvent donner du cash supplémentaire. Puis là, ben ça vient d'alimenter c'est une autre possibilité qu'on peut engager d'autres firmes qui vont faire de la génération de leads, puis tous les frais vont être couverts en bonne partie par ça. Puis quel est l'état du produit en ce moment? C'est-tu en alpha, en bêta? C'est-tu release? Je peux-tu googler ça? On est en alpha. OK. On est en alpha avec des clients qui l'utilisent avec pas de UX, UI de bien avancé, puis tout. Là, c'était comme très basique pour confirmer l'idée. Là, on est en mode, on reçoit les feedbacks en ce moment. Puis on est en train de poser les questions, par exemple, le pricing, comment tu voyais ça, si on le faisait tel prix, tout ça, tu prendrais-tu, etc. Fait qu'on fait en ce moment même. Cette validation. Cette validation-là est en train de se faire. Puis le niveau de confiance, a-tu monté, resté pareil, descendu? Moi, il a monté depuis que j'ai vu les premiers feedbacks, mais on n'en a pas encore tant que ça. Mais je me croise les doigts pour que ça reste positif. Très cool, man. Puis, en parallèle de tout ça, on est en train de monter le plan marketing, puis on a fait l'image de marque du produit. On est en train de travailler le site Internet, puis on vise un lancement cet été. OK. Parfait, on va pouvoir amplifier ça et que ça se passe, comme je te disais, offline. Ouais. J'ai hâte de voir ça, man, vraiment. Puis, au niveau du pricing, tu es encore en recherche. Là. Je pense pas qu'on creuse là-dedans tout de suite, right? On est vraiment en train de réfléchir à différentes méthodes puis de le valider avec des clients. Okay. C'est quoi Ingram Micro? Je sais pas comment le dire. Ouais, mais dans le fond, nous, quand on fait de la gestion d'infrastructure pour nos clients, on peut faire également la revente des services AWS. Parce qu'au lieu que tu achètes tes services AWS, ben, tu les achètes à nous. Mais nous, on le fait à travers un distributeur qui s'appelle Ingram Micro. OK. Je pense qu'ils ont 55 milliards de chiffre d'affaires, puis ils ont 97% de la business de distribution au Canada. Fait qu'ils sont assez énormes. Eux, ils font quoi concrètement? Des distributeurs. Ils distribuent à peu près n'importe quoi. Si tu veux t'acheter une Switch, là, je pense qu'ils l'ont. Si tu veux un routeur, si tu veux un serveur. Ils ont un deal avec Nintendo, ils ont un deal avec AWS. Ils ont des licences de Veeam pour les backups. Ils ont everything. Ils ont vraiment du stock et des affaires cloud. Puis nous, on passe avec eux pour pouvoir faire la distribution. Fait que ça nous permet, par exemple, de baisser notre prix de gestion d'infrastructure parce qu'en fait, on se fait payer par la commission qu'on fait sur la consommation de AWS. Donc, le client n'a plus besoin de payer pour son service de gestion d'infra puis ça vient directement dans son bill d'AWS sans que ça lui coûte plus cher. Fait que ça, c'est comme vraiment intéressant pour le client. Puis, tout ça s'est attaché ensemble pour plus on a du revenu récurrent en distribution AWS, plus ça nous donne de la stabilité dans nos revenus pour pouvoir faire d'autres choses puis investir dans d'autres choses. Super. On a parlé de ton équipe une couple de fois. Est-ce que c'est difficile de trouver des devs qui sont justement experts en AWS? J'ai l'impression que c'est une ressource sur le marché que l'intuition que j'ai, c'est que ça peut être quand même prisé. Puis, fait qu'ils vont se faire harceler sur LinkedIn. Fait que les salaires demandés vont peut-être être plus élevés que d'autres. Genre, côté RH, à ce niveau-là, ça a été tough ou? Ouais. Oui. Puis il y a eu une période en plus dans les dernières années où c'était vraiment. Il y avait pas beaucoup de monde sur le marché. Là. Je veux dire, tout le monde était placé, puis tu essayais d'engager un dev, c'était pas facile. Imagine un dev AWS, c'était dev cloud, c'était encore pire. Je pense que notre force, ça a été le fait justement d'avoir une bonne équipe, puis que le monde. Ils savent que quand ils rentrent chez nous, ils vont apprendre, puis ils vont travailler sur des projets qui sont le fun, puis qui sont vraiment intéressants. Donc, ça a aidé. Puis le marché par après, par exemple, en 2023-2024, il y a eu beaucoup de licenciements dans des grosses business, puis Microsoft, Google. Ça a fait fluctuer un peu, mettons, l'offre sur le marché de l'emploi. Oui, exact. Fait que là, ça a replacé des choses un peu plus faciles. Fait que là, on est plus dans un mode réaliste. T'es pas le premier à me dire de quoi c'est similaire à ça. Éric, on s'en va vers notre closing. Fait que j'ai une couple de questions que je vais t'envoyer en mitraille. Fait que je t'ai shoot, tu me sors une réponse quick, on passe à l'autre. Ça te va? C'est bon. Y a-tu une erreur top of mind que t'as faite dans ton parcours que tu veux partager?
Je dirais, je me mêlais trop des affaires, puis il faut que j'arrête de m'en mêler. OK, fair. Où tu vois la compagnie dans 5 ans? On va avoir au moins 5 fois plus gros, d'après moi, selon ce que je vois. En termes de revenus? Oui, facilement. Super. C'est ambitieux, on aime ça. Quel SaaS vous utilisez à l'interne qui vous amène le plus de bonheur? De bonheur. Ça dépend à qui tu parles. Pour nos gestionnaires de projet, c'est Harvest. Harvest, ouais, ouais. OK. Puis Jira. Sinon, pour moi, j'aime bien QuickBooks pour suivre mes finances. Ouais. Puis Fathom, je sais pas si tu connais ça. Ouais, c'est quelque chose qui se connecte sur QuickBooks. Ouais. Puis ben, nous autres, ça aide parce qu'on a 2 divisions, dans le fond. Ouais. C'est comme des compagnies qui sont séparées. Puis Fathom permet de rassembler tout ça puis de te faire une vue de plusieurs compagnies que tu as mis dans QuickBooks. Je pensais que tu allais... Puis ça te permet de faire des projections. Okay. Ça te permet de faire tes budgets et tout ça, tes projections dans le temps, c'est vraiment hot. Votre site web, il est basé sur quoi, juste pour le fun? Crime. En ce moment, c'est WordPress. Ouais, OK. Mais je te dirais... Je pense qu'il y en a un peu déçu que ça soit WordPress, mais moi, je peux l'éditer facilement. Mais ça a été longtemps du headless. OK. Puis des affaires de même. Mais c'était... HubSpot, vous l'utilisez-tu pour le... CRM. CRM plus, OK, c'est bon. Il faut gérer 2 CRM. Il faut gérer notre CRM plus lui d'AWS. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Parce que toute opportunité, nous autres, il faut qu'elle soit appliquée aussi pour que AWS ait une visibilité. Peut-être un produit là. Un fun fact à propos de toi, c'est que tu es l'auteur d'un blog sur l'investissement. Est-ce que tu blogues encore? Moins. Puis tu as starté ça quand? 2014, 2015. Fait que le surplus d'argent de la compagnie, j'imagine que des fois, il y en a. Avant de faire un produit, est-ce que tu l'investissais peut-être genre somehow, somewhere? Oui, ben en fait, même quand j'étais directeur de Shield, j'avais commencé à mettre de l'argent de côté aussi. Là, personnellement? Oui, c'est ça. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des placements. Puis en fait, j'ai commencé... Je peux-tu déraper parce que tu as dit des réponses rapides. Là, vas-y, dérape, mon homme. En fait, moi, j'étais avec ma conseillère à la banque. Puis elle me plaçait ça dans des fonds d'investissement bien standards. Puis là, j'étais comme, mais je suis prêt à accepter du risque. Là. Puis j'ai des rendements de 10%, la bourse fait 15%, il y a de quoi qui ne marche pas. Là, c'est comme, pourquoi ça ne marche pas? Puis là, peut-être t'es rendu à gérer tes affaires tout seul. Puis là, elle fait, je peux faire ça. Fait que là, elle m'a comme créé mon compte de courtage. Puis j'ai lu 3 livres en 2 semaines sur l'investissement. Puis après ça, j'ai commencé à placer mon argent. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais retourné dans un fonds d'investissement. Puis j'ai tout le temps tout géré tout ça. Super intéressant. Je ramène à ma question le surplus de la compagnie. Ah ouais. Ça, tu le places aussi? Oui. T'as-tu battu le S&P 500? Ah, ben, en masse. En masse. Il dit en masse. Dirt off my shoulder. C'est bon. L'autre question qui tue, est-ce que Bitcoin va s'en aller à 1 million par Bitcoin un jour, tu penses? En CAD, mettons. Je pense que oui. Ouais. Let's go, you heard it here first. Mais moi, je n'investis pas là-dedans. Zéro? Zéro. Ah ouais, même pas un petit pourcentage. Moi, en fait, je fais des investissements éthiques. Tu sais, j'aurais pu investir dans des compagnies pétrolières ou tabac, mais non, j'ai pas le goût de faire ça. Puis pour moi, je trouve que le Bitcoin, j'ai un peu de misère avec cette technologie-là qui... En tout cas, je vois pas tant la valeur ajoutée de ça, fait que je me dis, je vais investir dans d'autres choses que je crois plus. Écoute, c'est la beauté du libre marché. C'est que tes dollars, tu les investis où tu veux puis comme tu veux. Puis il nous reste pas assez de temps pour que je fasse mon bull case pour Bitcoin. Je te le ferai offline un jour. C'est bon. On finit, man. T'as-tu des shameless plugs? N'importe quoi que tu veux plugger, des jobs, du monde que tu veux rencontrer, des compagnies à connecter? J'avais 2 choses. Premièrement, des postes ouverts. OK. Des jobs chez Unicorn? Des architectes de solutions cloud. OK. Fait que ça, on a des postes ouverts pour ça, plus des chargés de projet infonuagique. Ça, on va sur unicorn.cloud. Ouais. Puis, sur LinkedIn, il va y avoir des posts aussi, puis il va y avoir plein de choses pour ça. N'hésitez pas à nous contacter. C'est unicorn avec un e.cloud. Exactement. Super. Puis l'autre chose, c'est que pour notre SaaS, on a quand même beaucoup de clients qui ont, par exemple, 5 000 à 100 000 de dépenses AWS chaque mois.
on a un bon bassin pour pouvoir faire les recommandations. Ouais. Puis, mais on n'a pas encore beaucoup de clients qui ont du 125 000 à 500 000 par mois de dépenses AWS. Fait que si vous êtes une compagnie dans ces ranges-là, nous autres, on serait intéressés de parler, de discuter, puis de voir comment vous pourriez nous aider à... Bon, on a besoin de data, dans le fond, pour pouvoir... Puis on a besoin de cette data-là pour pouvoir confirmer des choses dans certaines fonctionnalités. Donc, on aimerait ça être en contact. Super. Ben moi, je vais te faire la dernière shameless plug, mais Chris, vous êtes partenaire certifié annuel pour SaaSpace. Fait que n'importe quel SaaS, vous pouvez aller sur SaaSpace.com/partenaire avec un S, ou juste aller sur le site d'Éric puis sa gang, unicorn.cloud. Mais genre, si vous voulez optimiser, que ce soit la performance, les coûts de votre infrastructure cloud, ben Chris, prenez le temps d'aller voir, ça vaut à peine. Moi, j'ai parlé à plein de tes clients, puis ils ont dit des bonnes choses parce qu'on est assis aujourd'hui ensemble. Good. Hey Éric, man, toujours un plaisir de jaser avec toi, mon gars. Merci de t'être déplacé, puis je suis content. Ça m'a fait plaisir. Cheers! Salut Frank! It's a wrap! Hey folks, comme vous savez peut-être, on a un abonnement SaaSpal pour notre infolette, un abonnement premium qui te donne un paquet de perks et d'avantages comme des rabais sur les événements en présentiel, des Q&A avec moi et ou les invités du podcast, la roadmap du podcast à l'avance, puis aussi des remerciements sur le pod, ce que je m'apprête à faire. Donc à tous ces ballers, shot callers qui supportent directement SaaSpace, notre projet, merci. Aujourd'hui, je remercie Benoît Devilliers, founder chez Nolo, Martin Arviset, techno-entrepreneur à l'agence Ninja, Geoffrey Blanc, General Manager chez Cyber Impact, Joliane Couture, Product Owner, C-Cube, Tamar Tricky, MBA et Sales Director, Jeff Pelletier, Digital Strategy Manager chez Fox, Jean-Philippe Fortin-Quentin, Head of Marketing chez Dashdis, Sébastien Fournier, Full Stack Dev chez Kimobi, et puis Michael Carpentier, cofondateur et leader produit chez Firi. Merci, Fox, du fond du cœur. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. SaaSpace, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saaspace.com. Il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. SaaSpace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, SaaSpace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup SaaSpace. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!